le second débat de ce Sens Public. Merci de rester en place quelques secondes, volontairement décalé de l'actualité du jour avec cette question. On l'a dit, elle est résolument optimiste. Et si cette année marquait le début d'une ère d'abondance, c'est l'essayiste Nicolas Bouzou qui l'affirme. Il liste les ruptures technologiques, IA générative massive, drones, génétique médicale. On parlait d'ARN messager. Avant d'en débattre, premier constat, on va zoomer beaucoup sur l'intelligence artificielle, évidemment. Les conséquences de l'IA sur le marché de l'emploi. Céline Schmitt. C'est une annonce qui a secoué le monde du travail. Fin octobre, le géant du commerce en ligne Amazon a indiqué supprimer 14 000 emplois remplacés en partie par l'intelligence artificielle. Nouveauté, ce coup de rabot concerne principalement les cols blancs qui exercent dans les ressources humaines, la communication ou encore la publicité. Plus largement, dans un rapport de 2024, le FMI pointe que 60% des emplois sont exposés à l'IA dans les économies avancées et environ la moitié pourraient être impactés négativement. Des chiffres que certains experts préfèrent nuancer. Vous avez des grands groupes, très grands groupes qui vont licencier potentiellement, en tout cas se séparer ou laisser partir une partie de leurs salariés. Et en réalité, ce n'est qu'une petite partie de leurs salariés. À l'échelle d'Amazon, c'est tout petit. Mais derrière, ils recrutent. Et aussi, en parallèle, ils sont en train de former et faire monter en compétences. Alors, à quoi vont ressembler les métiers de demain ? Sur ces images promotionnelles tournées dans une université anglaise, les cours sont dispensés par une IA. Les professeurs, encore présents dans la salle, sont désormais appelés coachs. Plus que se transformer, le travail prendra-t-il à l'avenir moins de temps dans nos vies grâce aux outils de l'IA ? Pas sûr non plus, selon ce sociologue du travail. Les systèmes d'intelligence artificielle qu'on voit, même s'ils font gagner du temps à certaines personnes, et c'est le cas, par exemple, des développeurs, dans certains cas, le temps de travail n'a toujours pas diminué. On va plus vite sur une tâche, mais on a une autre tâche derrière qui consiste à relire, qui consiste à réparer du code ou des choses comme ça, qui reviennent soit à l'utilisateur ou sinon qui vont se déplacer vers une autre personne, un autre salarié de l'entreprise. La France, en tout cas, fait du développement de l'IA une priorité. Paris souhaite que d'ici 2030, 80% des PME et des entreprises de taille moyenne utilisent l'intelligence artificielle. Il en va de la survie de nos emplois, selon cet expert. Si on ne prend pas en main aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, eh bien c'est d'autres entreprises, d'autres nations qui vont la prendre en main et du coup nous prendre nos métiers. Donc il faut qu'on prenne en main ces outils et pour prendre en main ces outils, il faut accompagner. Selon un rapport rendu au mois de mars par la commission de l'IA, l'intelligence artificielle générative pourrait accroître le PIB de la France de 1,7% par an ces prochaines années. Et on se demande si on peut encore être optimiste en matière de croissance et d'abondance avec Nicolas Bouzou. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes essayiste, chroniqueur à l'Express et vous publiez La civilisation de la peur aux éditions IXO. Céline Antonin, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes économiste, professeur affilié à Sciences Po, chercheuse à l'OFCE, chercheuse associée au Collège de France. Et vous avez publié avec Philippe Aghion et Simon Bunel Le pouvoir de la destruction créatrice. C'est aux éditions Odile Jacob. Dominique Bourg, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et vous publiez Leçons des limites planétaires aux éditions Actes Sud et Mickaël Darmon, éditorialiste pour Sens Public. Nicolas Bouzou, c'est votre tribune publiée dans les Échos début décembre qui nous a donné envie d'organiser ce débat. Le titre 2025, le début d'une ère d'abondance. Vous faisiez en quelque sorte le bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste ? Bon, alors déjà, tout le monde est pessimiste, hein, donc j'ai bien le sentiment d'être à contre-courant de la doxa dominante. Non, mais en réalité, quand on réfléchit aux potentialités qui sont permises par l'intelligence artificielle, par la robotique, demain par le quantique, en fait, vous voyez que beaucoup de grands défis qui nous occupent aujourd'hui, des défis en matière de santé publique, des défis en matière d'accès à l'éducation, des défis en matière énergétique, ces outils vont nous permettre d'y apporter des réponses. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'avenir, il est terriblement enthousiasmant si on est capable de faire un bon usage de ces technologies. Vous comparez cette période avec le début de la révolution industrielle. Oui, avec les années, oui, c'est ça, 1820-1830, où on considérait au début de cette révolution industrielle qu'elle n'allait rien apporter de bon,
quand vous lisez les auteurs de l'époque, mais c'est vrai à chaque révolution industrielle. Hein, je veux dire, la littérature contemporaine des révolutions industrielles est toujours extrêmement négative, pour une raison qui est liée à un effet d'optique, hein, qui est qu'on voit toujours ce qu'on perd et on met beaucoup de temps à voir ce qu'on gagne. Oui. Mais je voudrais être très concret. Vous regardez toutes les innovations médicales de 2025 qui ont été permises par les technologies que j'évoque. Vous voyez que c'est absolument fantastique. Bon, on va rentrer dans le détail, évidemment, et les arguments vont s'opposer. Céline Antonin, est-ce que vous y croyez à cette nouvelle ère de croissance ouverte notamment par cette multiplication de ruptures technologiques ? Alors, je dirais que... Pour l'instant, moi, je suis d'un optimisme modéré, on va dire. Je pense qu'il y a des raisons, effectivement, de se réjouir. Vous l'avez dit, sur la santé. Je pense que l'IA peut apporter un certain nombre de réponses dans des domaines. Je pense que c'est une révolution technologique qui arrive. Mais, à mon avis, elle n'est pas exempte d'un certain nombre de difficultés à surmonter. C'est vrai que la différence avec des révolutions industrielles passées, déjà, c'est que l'IA, elle peut automatiser la production d'idées. Ça, c'est quand même quelque chose de totalement nouveau. Alors que jusqu'à présent, c'était la production, effectivement, d'objets. Mais alors, vous le montriez, par exemple, on peut remplacer un professeur, on peut remplacer un juge. Donc, je veux dire, jusqu'où peut-on aller et jusqu'où faut-il aller? Donc, il y a une vraie réflexion, pour le coup, philosophique, éthique. Et là, pour le coup, mon collègue philosophe, je pense, aura beaucoup à nous dire sur ça. Donc, en termes de croissance, on a des estimations, en plus, les économistes, pour certains, je prends quelqu'un comme Daron Acemoglu, il est très pessimiste sur ce que peut apporter, justement, l'intelligence artificielle. Lui, il pense que, justement, à cause des errements que peut faire naître l'IA, et par exemple, il parle des faux profonds, les deepfakes, etc. Le fait qu'il va falloir vérifier aussi tout ce que fait l'IA et que ça va être compliqué. On peut avoir peu de croissance et vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus optimistes. Donc voilà, moi je pense que ça sera sans doute pas la catastrophe qu'on nous annonce en termes d'emploi. Moi j'ai fait des travaux sur le sujet de l'automatisation de l'emploi et on est plutôt optimiste. Mais par contre, il y a vraiment des questions d'ordre philosophique, éthique à résoudre et qui, à mon avis, ne doivent pas être mises de côté parce qu'il y a un vrai changement de paradigme. La question de l'emploi, on fera évidemment un focus là-dessus et ce sera notamment le thème de l'éditorial de Mickaël dans un instant. Dominique Bourg, cette nouvelle ère de croissance là dont on parle, est-ce qu'elle est compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique ou est-ce que ça vous semble impossible de mener les deux de front? Non, alors c'est factuellement impossible. En fait, ce qui détruit l'habitabilité de la planète, c'est tout simplement la quantité d'énergie dont on dispose, qu'elle soit carbonée ou pas. C'est ce qui nous permet de transformer, de détruire, etc., de détruire les écosystèmes. Et donc, en ce sens-là, non, on ne va pas bien. Et de façon... Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être aux portes de Disneyland, mais plutôt d'entrer dans Jurassic Park, pour tout vous dire. Et en fait, quand on connaît très précisément le dossier environnemental, bien, si vous voulez, on est sur le seuil d'accélération des difficultés. On voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, le climat, c'est quoi? Ça joue à la fois sur la chaleur et sur l'humidité moyenne, donc ce qui permet aux plantes de pousser, ce qui nous permet, nous, de vivre en bonne santé, etc. Et on voit, par exemple, que, par exemple, pour la France, la production céréalière, alors maintenant, elle descend, et c'est tendanciel. Au monde, c'est pareil. Il faut bien voir que ça va très très vite. Si on veut prendre un exemple d'actualité, ce qui s'est passé, puisque je suis sensibilisé à ça, à Crans-Montana, vous voyez des flammes, puis d'un seul coup, paf, ça prend feu partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle une exponentielle. Et les difficultés auxquelles on va être confronté sont celles-là. Et l'IA, alors c'est toujours très compliqué parce que ça va très très vite. Alors déjà, quand vous dites que, c'est plutôt ma voisine, multiplier les idées, je suis pas sûr. Non, automatiser les idées. Oui, voilà, les automatiser, mais les multiplier, ça, je crois pas. Non, les automatiser. En fait, et c'est vrai que ça va très vite. Si vous regardez le dispositif O3 là, d'OpenAI, donc effectivement, il y a un saut qualitatif qui a été franchi, c'est-à-dire que cette fois-ci... Donc la nouvelle version de ChatGPT. Ce qui est en dessous, c'est pas forcément... Vous n'avez pas forcément accès. La toute dernière. Et donc là, vous avez un dispositif qui va pouvoir inventer un mode de raisonnement nouveau qu'il ne va pas puiser dans ce qu'il a mémorisé. C'est assez étonnant. Mais attendez, ça c'est très important. C'est toujours sur des choses très formelles. Les idées, c'est plus compliqué. C'est pas simplement formel. On y reviendra là-dessus parce que je voudrais quand même qu'on se concentre pendant quelques minutes sur la question du réchauffement climatique. C'est effectivement ce mur-là, est-ce qu'il est infranchissable en quelque sorte pour que cette croissance ou cette abondance dont vous nous parlez soit possible?
j'espère bien qu'il est franchissable, mais ce que je pense surtout, c'est que pour lutter contre le réchauffement climatique, on a besoin de faire des investissements absolument massifs qui vont nous coûter des centaines de milliards d'euros et qu'on a absolument besoin de dégager des ressources pour ça. Et que le fait de ne pas avoir de croissance ne permet pas justement de dégager les ressources qui nous permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Oui, mais si cette croissance détruit la planète... c'est tout l'enjeu, mais justement, voilà. il faut que cette croissance elle soit une solution, justement, et qu'elle permette des investissements. Ce qu'ont très bien compris certains pays, prenez un pays comme la Chine, par exemple, sur lequel il y aurait beaucoup à dire par ailleurs, mais la Chine qui a commencé à faire diminuer ses émissions carbone, notamment en investissant des montants absolument colossaux dans tous les types d'énergie décarbonée que l'on peut imaginer. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, ça se fait pas en disant on arrête, on fait plus rien et on regarde Netflix sur le canapé. Ça pour le coup, ça vous regarde dans d'autres choses. Surtout que Netflix, ça fait tourner les serveurs. Mais exactement. Donc ça se fait justement en mobilisant des ressources, en travaillant, et la technologie va nous aider à ça si on l'utilise correctement. Vous allez pouvoir répondre. Ça veut dire que, je vous laisse aller un peu plus loin dans l'argument, restons sur l'intelligence artificielle dans ces dernières versions. Elle peut nous permettre, ou elle est en train de nous permettre d'être plus efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Par exemple, on a des recherches qui avancent beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle sur la question de la fusion nucléaire, par exemple, qui était un horizon qui semblait extrêmement lointain, voire absolument inatteignable, et dont on voit qu'il est en train progressivement de se rapprocher. Donc, cette intelligence artificielle, si on l'utilise bien, elle va nous permettre de craquer des problèmes physiques fondamentaux sur lesquels aujourd'hui on achoppe, pour être en capacité d'aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous allez pouvoir répondre tous les deux là-dessus. Je commence avec vous, Céline Antonin. Oui. L'IA accélérateur de solutions pour lutter contre le réchauffement. L'IA peut être accélératrice de solutions. Moi, je travaille avec mes co-auteurs Philippe Aguillon, Mathias Abitbol, et Linde Barrage qui est à l'université de Zurich, entre autres, sur justement, par exemple, dans le cas des stations d'épuration. Donc c'est un cas très concret, très spécifique. Parfait, 200 stations d'épuration gérées par un leader en France des stations d'épuration. Et qui, justement, donc ce qu'on a regardé, puisqu'ils ont mis en place un système d'intelligence artificielle, et donc ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement, ça permet, en fait, en gros, d'arriver, pour vous dire très rapidement, normalement, il faut en fait une aération, en fait, on va dire, de ces stations, qui permet justement d'épurer, d'avoir une eau plus pure. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va arriver à gagner de l'énergie. On gagne en moyenne 10% en fait de consommation énergétique quand on a des systèmes qui sont pilotés par l'IA. Et si on prend en compte la consommation, parce qu'il faut la générer, cette intelligence artificielle, en fait, c'est 1% seulement. Donc, en fait, il y a quand même un gain. D'accord. On gagne 10% d'un côté, ça consomme 1%. Exactement. Okay. Et donc, on a par exemple un gain, ça c'est un usage industriel possible, mais on le voit par exemple sur des recharges de batteries, il y a aussi des recherches qui ont été faites et qui montrent qu'on arrive à reporter la consommation sur des heures creuses, par exemple, donc à vraiment lisser la consommation d'énergie. Donc, en matière industrielle, en tout cas, il y a plein de domaines dans lesquels vous voyez que ça fonctionne et que l'IA peut nous permettre d'être plus efficace. Alors après, ce qui se passe en matière industrielle, c'est pas forcément ça traduit pas dans tous les domaines. Puis je pense qu'il y a des questions aussi de bon sens. Par exemple, il est évident qu'il n'est pas question de développer des modèles larges de langage dans tous les domaines. Il y a aussi des petits modèles de langage qu'il faudra encourager dans d'autres parce que vous avez un rapport de 1 à 10 dans la consommation d'énergie. Les modèles de langage, c'est une autre façon de dire IA générative. Voilà, c'est ça. Mais vous avez différents types de modèles, mais si vous prenez des petits modèles de langage spécialisés, vous avez une consommation divisée par 10, par exemple. Donc il va aussi falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait de cette IA et dans quel domaine, on la développe, et surtout parce qu'aujourd'hui le problème c'est aussi qu'il y a un développement très anarchique. Je veux dire, chacun s'empare de l'IA dans les entreprises, le salarié, au lieu de faire une recherche Google qui va aller utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche. Donc c'est aussi ça C'est vrai qu'on est dans un usage de plus en plus massif de cette IA avec laquelle on dialogue, je simplifie, et on pourrait rationaliser très largement les usages. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Tout à fait. Utiliser une énergie bas carbone, il y a quand même beaucoup de solutions qui peuvent rendre les choses un peu plus viables que... Alors, votre avis là-dessus, Dominique Bourret, parce que c'est vrai que cette IA générative, je continue d'employer ce mot-là, elle consomme quand même beaucoup d'énergie. Et plus on l'utilise massivement, ce qui peut être une bonne nouvelle, plus elle consomme de l'énergie. Pas simplement de l'énergie, mais tout simplement pour faire comprendre aux gens. Si on me pose à moi une question assez simple, je vais consommer 1 ou 2 watts. Si je passe par Google, c'est quelques dizaines. Et si je passe par une IA générative avec effectivement des milliards de données derrière, ça va être quelques centaines. Donc, le futur data center de Meta, ils envisagent avoir 5 réacteurs nucléaires, j'imagine des tranches de 1400 mégawatts pour le faire fonctionner. Et on s'attend à ce que dès le début de la décennie qui vient, on soit à peu près à un surcroît de 10% de consommation d'électricité pour l'IA en Europe,
un peu moins et un peu plus aux États-Unis. De manière générale, si vous voulez, ces techniques-là sont extrêmement gourmandes en énergie. Alors effectivement, on peut avoir des choix intelligents, c'est-à-dire ce que font un certain nombre d'entreprises françaises qui vont travailler avec Mistral, parce que là, pour une banque, on va avoir, si vous voulez, des dispositifs avec une masse de données assez faible, et énergétiquement, ça coûte très peu. Si vous allez prendre l'équivalent américain, pour le même résultat, vous allez dépenser une énergie folle. Donc ce sont des techniques, si vous voulez, qui sont énergivores. On va revenir sur la question de l'énergie. Ce sont des techniques qui mangent de l'espace. Ce sont des techniques qui, alors, consomment énormément d'eau. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent de la consommation d'un pays comme la France, sans compter, si vous voulez, vous l'avez rappelé tout de suite, l'eau qui est nécessaire pour épurer le silicium. Parce que ça, c'est des quantités absolument astronomiques. Ça mange énormément de cuivre, ça mange de l'or, ça mange du fer, ça mange du gallium, ça mange des terres rares. Et alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est confronté à une finitude de ce côté-là, à une finitude assez sévère. Par exemple, vous prenez simplement le cuivre, la teneur dans un minerai aujourd'hui, c'est 0,4%. Donc vous imaginez, pour avoir une tonne de cuivre, ce qu'il faut excaver, voilà, et ensuite traiter avec des dissolvants qui sont extrêmement polluants. Donc non, si vous voulez, sur le long cours. Alors le paradoxe qu'a signalé mon voisin, il est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'effectivement, la transition énergétique, c'est à la fois un investissement non négligeable et paradoxalement... Il faut que l'économie tourne pour... Alors, il faut que l'économie tourne d'une certaine manière et en même temps, si elle continue à tourner, alors, on détruit plus encore. Nicolas Bouzou, est-ce qu'on peut... Alors, c'est dans un monde idéal, parce que là, on voit bien que à la fois les États les plus puissants ou les regroupements d'États comme l'Europe mettent beaucoup d'argent pour être les leaders de cette IA nouvelle génération. Et puis, les grandes entreprises, c'est la même chose. Dans un monde idéal, il faudrait se mettre autour de la table et décider à quoi on la réserve, cette intelligence artificielle, ou pas? Ou est-ce que vous croyez qu'au contraire, il faut qu'elle se diffuse le plus possible? Non, mais surtout, ça dépend malgré son impact écologique. Ça dépend des usages. Oui. Moi, par exemple, j'aime pas les réseaux sociaux, mais les gens... il se trouve que l'un des usages du numérique, ça a été les réseaux sociaux. C'est parce que les gens ont voulu aller sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, la question des usages, je dirais, elle est un peu... mais donc, si c'est ça, c'est trop tard. Oui. Parce que le confort de l'utilisation de l'IA fait que... ça y est, il y a déjà... Je ne sais pas combien d'habitants des pays les plus développés utilisent l'IA générative. Oui, mais on est au début, vous en savez rien. Il y a peut-être des prix qui vont considérablement augmenter, des prix d'usage de l'IA qui vont considérablement augmenter, peut-être pour faire des images. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui font des images avec des IA. Oui. Ça ne sert absolument à rien, ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie. C'est juste pour rigoler. Voilà, donc ça, faut pas le faire, parce que ça, c'est vraiment... Oui, mais c'est trop tard, on le sait. Oui, non, mais vous pouvez parfaitement imaginer, vous pouvez parfaitement le réguler, vous pouvez imaginer que vous avez des prix qui augmentent. Donc, il faut quand même qu'on se fasse un peu confiant, et surtout, l'erreur qu'on fait, mais ça, on voit ça historiquement, c'est très intéressant. L'erreur majeure que font les contemporains à chaque fois qu'on est dans une révolution industrielle, c'est qu'ils imaginent que tout va être homothétique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'économie sur l'eau, il n'y aura pas d'économie sur l'énergie, que les usages, évidemment, comme ils sont nuls aujourd'hui, ils seront encore plus nuls demain. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Vous allez avoir, et on le voit déjà d'ailleurs, une requête d'IA générative aujourd'hui comparée à il y a 2 ans. Au début, elle consomme beaucoup moins d'énergie et elle consomme beaucoup moins d'eau. Et pour une raison qui est une raison économique, c'est-à-dire que cette énergie, elle est payée par ceux qui produisent l'IA. Donc, ils sont bien eux-mêmes obligés de faire des gains de productivité et de faire des économies. Allez, un mot rapide, ensuite on parle emploi. Oui, non, mais les gains de l'IA, ils sont dus en général, sauf si on a des systèmes très spécialisés, à la masse de données qu'on va consulter. Donc ça ne va pas réduire. Si vous regardez sur le long cours, plus de croissance, plus de techniques, c'est toujours plus de matériaux, c'est plus d'énergie, même si pour une tâche donnée, vous allez consommer un peu moins d'énergie. C'est ce qui se passe pour la Chine, par exemple, aujourd'hui. Mais en fait, comme vous multipliez les consommations possibles, et là, je m'inscris complètement faux, parce que tous les systèmes d'aujourd'hui, ils sont calés sur notre opportunisme. C'est-à-dire sur le fait qu'on est des êtres vivants, et tous les vivants, si un loup, vous lui présentez un troupeau de brebis dans un enclos, pourquoi il irait chasser le chamois et dépenser de l'énergie folle? Il va foncer sur le troupeau de brebis. Nous, on est pareil. On cherche le confort, en fait. Mais oui, mais alors, si vous voulez, les opérateurs, les plateformes, elles ont bien compris. Elles jouent complètement là-dessus. Donc, bien sûr, il faudra une régulation, mais ça va être très difficile. Et sans, si vous voulez, un support civique extrêmement fort, alors aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez le trouver, on n'y arrivera pas. Oui, non, et puis je pense que pour le coup, le signal prix aussi, sur l'énergie, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est ça qui va faire la différence. C'est que vous pouvez mettre un prix élevé. Enfin, je veux dire, c'est ça qui va aussi
permettre de moduler la consommation. Donc, clairement. Il faudrait qu'on soit conscient, quand on pose une question à une IA générative, que ça coûte de l'énergie, donc que ça coûte vous pouvez plus cher à limiter le l'usage, nombre de requêtes, par exemple. Ouais, voilà, typiquement, je veux dire, dans les entreprises, vous voyez, voilà. Mais ce sera le cas. Ce débat, il nous projette dans l'avenir. C'est un problème, le signal prix, on l'aura d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Oui, mais disons que voilà, il faut... Alors, il y a pas mal de questions autour de l'emploi. Je vais d'abord donner, ou de ceux à qui cette révolution profite ou va profiter. Sandra de Saint-Rémy sous Barbuise. Les PDG disent que l'IA crée des grands gains de productivité. Est-ce que ces gains profitent vraiment aux salariés ou seulement aux patrons? Est-ce que ça ne risque pas d'augmenter les inégalités? Premier élément. Et puis alors, une autre question, Cécile, qui nous écrit de Chartres de Bretagne. On nous vend l'IA comme une révolution positive, mais moi je vois juste des gens virés et des jeunes coincés au chômage. Mickaël, je me tourne vers vous parce que c'est le thème que vous avez choisi pour votre éditorial, cette question d'une génération sacrifiée. D'ailleurs, si on se souvient de la révolution industrielle des 19e, c'était déjà une question qui était posée. Et vous avez raison de placer cette évolution dans le contexte historique. On l'a d'ailleurs déjà évoqué. Il faut imaginer les manifestations des constructeurs de carrioles tirées par les chevaux quand la machine à vapeur qui a fait naître le train et les moteurs de voitures s'est répandue dans le monde industriel. On a appelé ce mouvement à l'époque les mécanistes. Ces travailleurs qui maîtrisaient des savoirs techniques et qui voyaient donc que les machines seraient une menace directe pour leur statut, leur emploi et leur autonomie. Les vendeurs de carrioles ont disparu et leurs enfants se sont formés à d'autres métiers liés à la mécanisation. Aujourd'hui, avec l'IA, on est en train de vivre un tournant un peu similaire, quoique beaucoup plus anthropologique en réalité, fondé sur un changement total de modèle, parce que la machine, on l'a dit également, ne remplace pas simplement le geste artisanal, elle pense à la place de l'humain dans une société de services qui traite des milliards de données. Résultat, vous avez des historiens spécialistes des développements des sociétés et des évolutions des civilisations, tels par exemple Noah Harari, qui lui identifie l'émergence d'une génération qui qualifie la génération des inutiles, parce qu'en fait, il n'y aura plus aucune place, aucun travail à donner sur le marché de l'emploi, et il faudra effectivement bien traiter ces générations des inutiles, telles qu'ils les appellent. Et puis alors, il y a effectivement la question des politiques publiques, de la façon dont on aide les citoyens à accepter ces changements. Tiens, je pense à la formule d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, années, sur les Gaulois réfractaires au changement. Écoutez, dans les grimoires de l'administration est restée une blague. Lorsque les fonctionnaires passaient dans les maisons pour demander qu'est-ce que les Français pensaient de l'électricité qui était dispensée partout, ils disaient c'est très très bien, on y voit beaucoup plus clair pour allumer la bougie. et en fait, on a beau magnifier le changement, on le craint dès qu'il arrive, parce que le progrès exclut, on l'a bien compris, et la question également donc, qui a été posée, c'est cette crainte-là. On peut aussi d'ailleurs analyser en partie l'essor des partis populistes comme le mouvement de la colère des laissés pour compte d'une nouvelle civilisation, en l'occurrence la civilisation numérique et robotique. Des experts prévoient qu'un revenu minimum vital sera obligatoirement distribué à toute une génération inadaptée aux évolutions. On se souvient du candidat Benoît Hamon, ce candidat socialiste à la présidentielle de 2017, qui avait été le seul à identifier d'ailleurs cette évolution. Il avait proposé de taxer la valeur ajoutée des robots et il prenait l'installation effectivement d'un revenu minimal universel. Mais le plus important sera quand même de mettre sur pied un programme de formation qui rattrape donc l'évolution de la demande économique. Vous avez déjà des pays qui mettent déjà l'IA au programme de l'enseignement primaire à l'école. En France, on est souvent encore au stade des colloques, des tribunes sur les bienfaits et les méfaits. Les méfaits, on commence simplement à prendre la mesure, on le comprend aussi avec notre émission, des bouleversements économiques et sociaux à venir. Donc, tandis que l'innovation, elle, qui n'attend personne, continue, elle, d'avancer à toute vitesse. Alors, est-ce qu'il y aura forcément une génération de travailleurs sacrifiés? Je vais un peu vous poser la même question aux uns et aux autres. Je commence avec vous, Céline Antonin. Alors, non, je pense pas. Je pense que ça dépend déjà, vous l'avez dit, de la formation qui va être faite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'est très important que l'IA irrigue la formation, en fait. Et que déjà, y compris, pas uniquement dans les métiers, par exemple, de l'ingénierie, etc., mais dans des métiers, y compris de la philosophie, dans des métiers de la culture. Enfin, il faut vraiment que l'IA soit introduite pour que, justement, les jeunes soient employables. Parce qu'il y a justement cet article que j'avais cité, d'ailleurs, lors d'un précédent plateau de Brynjolfsson, donc qui, justement, dit que
l'impact qu'on sent, en fait, qu'on voit arriver sur le travail touche essentiellement les 22-25 ans. Et il dit, en fait, l'impact qu'on voit négatif sur l'emploi, c'est plutôt pour les très jeunes. On n'a plus besoin de juniors, quoi. Voilà, et c'est un petit peu ce qui, alors aussi bien dans l'informatique, dans la finance, etc. Mais donc parce que c'est ceux-là qui seraient un peu touchés. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que des années cruciales, puisque c'est les années où on commence à se former à son travail de façon professionnelle. Et justement, donc il faut éviter cet écueil, et d'où l'importance de la formation initiale et ensuite aussi de la formation évidemment continue. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule de Yuval Noah Harari dont parlait Mickaël, la génération des inutiles, Nicolas Bouzou? Déjà, j'aime pas qu'on parle comme ça, mais Michael Dermont a fait remonter le débat au 19e siècle, à fort juste titre. Les empereurs romains limitaient l'usage des technologies parce qu'ils pensaient que ça prenait le travail des ouvriers. La première reine Élisabeth, on est à la Renaissance, a interdit le métier à tisser parce qu'elle considérait que le métier à tisser allait supprimer l'emploi de tout le monde. Donc si vous voulez, cette histoire-là est vieille, non pas exactement comme la technologie, mais elle est vieille comme la connotation positive du travail, c'est-à-dire ça fait grosso modo 2000 ans qu'on a peur de perdre l'emploi. Et on s'est toujours adapté, c'est ce que vous dites. Oui, on s'est toujours adapté, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en effet, on est dans un processus de destruction créatrice qui, là, sera très fort, très violent. Et surtout très rapide. C'est-à-dire, et très rapide. Il est à chaque fois plus rapide, à chaque révolution industrielle, il est particulièrement mais là, il est rapide. Donc ça va être très difficile. Et donc une génération peut-être sacrifiée. Non, mais il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas sacrifiée. Et le meilleur service... Là où j'aurais peut-être une nuance à apporter, ou en tout cas une discussion, c'est que je ne suis pas un fanatique de l'introduction de l'intelligence artificielle nécessairement dans la formation. Je pense que, au contraire, les compétences, les savoirs qu'on doit proposer à nos plus jeunes, c'est par exemple... Attendez, je termine juste dans les vraiment pour 15 secondes, mais c'est important, je voudrais qu'on comprenne. Prenez le temps. C'est le fait de... Si on veut s'exprimer avec une intelligence artificielle, si on veut avoir de l'esprit critique, la première chose à faire, c'est que tous les jeunes sachent parler le français, qu'ils sachent comprendre le français, qu'ils aient l'esprit d'audience, qu'ils aient l'esprit critique. Donc c'est ça, véritablement, ce qu'il faut enseigner. Donc je pense que ce combat n'est pas perdu. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec vous, et c'est ça l'enjeu qui n'est pas vu du tout des politiques, c'est que les premières études académiques ont tendance à nous montrer que la destruction créatrice, elle se fait... Et c'est une première dans l'histoire des technologies, au détriment des jeunes et au bénéfice des seniors. C'est ça le grand sujet. Ça pose une question effectivement existentielle. Est-ce qu'on aura encore besoin de travailler ? Et oui, non, mais c'est un peu puisque alors la révolution industrielle c'était des métiers manuels et puis bon, on va pas regretter le fait d'avoir réussi la mécanisation, mais là c'est tous les métiers de la mémoire, de la réflexion. Mais justement, c'est pour ça que vous pouvez absolument pas comparer, si vous voulez, avec les révolutions industrielles antérieures. L'exemple effectivement de la diligence et du train, ça n'a rien à voir. Là, c'est des technologies cognitives. Oui. Et dans la cognition, vous avez aussi les loisirs. Et vous voyez très bien la manière dont les réseaux sociaux ont complètement changé la façon dont on est attentif à quelque chose, nos manières de consommer, la place des passions dans la société, la place de la réflexion, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est très inquiet de ce côté-là, effectivement, avec les technologies cognitives, parce que tout simplement, je reviens à l'opportunisme dont je parlais tout à l'heure, si vous avez des techniques qui peuvent se concentrer à votre place, qui peuvent rédiger, qui peuvent synthétiser, qui peuvent lire à votre place, il va falloir vraiment être extrêmement méritant pour développer normalement son intelligence. C'est pourquoi dans l'éducation, moi aussi, je serais plutôt opposé au fait qu'on les utilise pour bien maintenir et forger de réelles compétences. Mais donc là, on a affaire pour la première fois à une révolution qui a plus un aspect très anthropologique. Et alors, ce qui est assez inquiétant aujourd'hui, si vous regardez la tendance telle qu'elle est, le numérique, c'est quelque chose qui a surconcentré la richesse, qui a amplifié énormément les inégalités, qui, contrairement à certaines promesses, a plutôt accru notre emprise sur l'environnement. Et je vois pas vraiment, avec les données que j'ai aujourd'hui, en quoi l'IA, si vous voulez, va inverser la tendance. Mais ça m'inquiète beaucoup sur la capacité que vont garder beaucoup de gens en termes d'esprit critique, en termes d'aptitude à se concentrer, à lire, etc. Mickaël, je reviens vers vous juste après. Juste une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Ça montre qu'il y a un métier qui va être en pointe. C'est le métier de philosophe. Oui, absolument. Qui va accompagner les entreprises
qui va accompagner, effectivement, il y a de l'avenir, le métier de philosophe, parce que les philosophes vont accompagner les entreprises dans la question à formuler. Parce qu'en réalité, l'IA, c'est que des réponses, mais l'important, c'est quelle est la question. Mais alors, juste, je me permets de préciser pour répondre notamment à Nicolas Bouzou. En fait, je suis tout à fait d'accord sur les savoirs fondamentaux. Donc, moi, étant enseignante, je l'appelle encore plus de mes voeux. Et je pense que, justement, le risque de l'IA, c'est qu'on perde beaucoup de savoirs fondamentaux. Et j'en ai parlé avec des professeurs de physique, etc., et qui disaient qu'il ne faut pas que la machine sache faire à notre place. Enfin, en gros, qu'on se déqualifie complètement. C'est vraiment le risque. C'est le risque énorme. Donc, le risque est réel. Je suis tout à fait d'accord sur les savoirs fondamentaux. Par contre, il est vrai que comme il va falloir, de toute façon, composer avec l'IA, savoir quelle est la valeur ajoutée de l'humain, là où l'humain, justement, peut faire ce qui est aussi avoir une vraie complémentarité avec la machine, ça va être important, en particulier pour les jeunes, parce que justement, je pense que sur l'aspect créativité, sur l'aspect également réflexion, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, une IA ne réfléchit pas, elle ne fait que traiter des données. Alors, elle le fait de façon très efficace. Elle raisonne sur les données, mais elle ne peut rien inventer, et pour l'instant, ce n'est pas... D'ailleurs, moi, je m'inscris même en faux sur le terme d'intelligence, vous voyez, parce que pour moi, c'est pas une intelligence, et l'intelligence, c'est le propre de l'humain. Donc, justement, donc voilà. Mais donc, je pense qu'il faut cette complémentarité. C'est en ça que l'IA, on doit, si vous voulez, ne pas y être trop, l'introduire au sens où comprendre comment elle fonctionne, mais par contre, ça n'empêche pas du tout d'acquérir tout le savoir. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la santé, on en a parlé, il y a la robotique, il y a les nouvelles mobilités. Enfin, il y a plein d'éléments dans cette ère d'abondance que vous espérez ou dont vous voyez les prémices. Nicolas Bouzou, on se demande quels sont les atouts de la France dans cette période. On va répondre à cette question dans un instant. Et je commence avec un exemple positif. C'est celui de Dunkerque. Et c'est Quentin Calmet qui va nous parler de Dunkerque. Et vous allez comprendre, bonsoir Quentin, pourquoi on s'intéresse à la ville de Dunkerque. Parce que l'Institut Montaigne s'est penché sur la situation de cette ville. Pourquoi ? Le think tank a choisi Dunkerque car, je cite, depuis une dizaine d'années, grâce à l'initiative conjointe d'acteurs publics et privés, Dunkerque s'affirme comme un territoire d'excellence, un pionnier du renouveau industriel français. L'étude de l'Institut Montaigne, qui parle ainsi de 10 milliards d'euros d'investissement privé annoncés à Dunkerque, ainsi que 4 milliards de fonds publics, de quoi faire de ce territoire un laboratoire de la réindustrialisation en France, l'idée, et même en Europe. L'idée est donc de réaliser pour l'Institut Montaigne une cinquantaine d'entretiens avec des acteurs locaux, nationaux, internationaux pour déceler les bonnes pratiques identifiées dans cette ville portuaire. Et alors ce rapport, l'Institut Montaigne, il parle de deux secteurs particulièrement moteurs. Voilà, tout d'abord, il y a la décarbonation des industries lourdes traditionnelles de production d'acier et d'aluminium. En effet, il y a 2 sites, ArcelorMittal, Aluminium, Dunkerque, qui pèsent lourd dans la production de ces 2 métaux, l'acier et l'aluminium en France. Eh bien, ils ont engagé de lourds investissements pour développer de nouveaux procédés industriels moins émetteurs de CO2, à la clé beaucoup d'investissements également. Deuxièmement, il y a le développement d'une vallée de la batterie avec 4 projets en cours de développement. Au total, ces investissements dans le secteur de la batterie à Dunkerque dépasseraient 9 milliards d'euros, dont près de 3 milliards financés par des aides publiques. Ils devraient générer au moins 5000 emplois directs. Tout ça, c'est dans le rapport de l'Institut Montaigne. Oui, et là, on est dans ces nouvelles mobilités dont je parlais à l'instant, réindustrialisation qui a été permise par 4 conditions. Voilà, le rapport de l'Institut Montaigne qui parle déjà de la disponibilité d'un foncier viabilisé, en gros des terres où installer des entreprises, l'accès à une électricité décarbonée et abondante, un bon emplacement d'un territoire, on le rappelle, situé au carrefour de l'Europe industrielle, riche en infrastructures logistiques, enfin, une implication primordiale des collectivités locales, l'accompagnement des pouvoirs publics à l'échelle nationale, y compris sur le plan financier, c'est revenu dans tous les entretiens qu'a mené l'Institut. Et puis il est vraiment intéressant ce rapport parce qu'il y a aussi des recommandations. Voilà, un think tank qui fait 10 recommandations, j'en ai retenu notamment 3. Déjà, l'idée d'établir des zones prioritaires en France, en Europe, de relance industrielle avec des exemptions fiscales, un allègement bureaucratique. Autre idée, renforcer la formation dans le secteur de l'industrie, on y revient à l'idée de la formation. Et enfin, créer un choc d'investissement pour l'industrie européenne avec beaucoup d'argent européen. Merci beaucoup. Éviter le saupoudrage, en fait, c'est ce qu'on peut retenir de ce rapport. Merci beaucoup, Quentin. Nicolas Bouzou, est-ce que la France est bien placée ou est-ce qu'on a quels sont nos atouts pour monter dans ce train, pour prendre une image de la révolution industrielle, de la nouvelle ère d'abondance dont vous nous parlez? Alors là, on ne parle plus de l'utilisation de l'IA, mais de la production de l'IA. Oui. Et là, aujourd'hui, l'Europe est
vraiment un pays émergent. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, la production de l'IA, elle est ultra dominée par les États-Unis et par la Chine. C'est moins un problème économique, parce que économiquement, on peut utiliser les IA des autres. C'est vraiment un problème de souveraineté et un problème de civilisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère, et moi je pense que c'est le cas, que l'Europe, pour tout un tas de raisons, doit avoir des leaders dans ces technologies. Aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. Mistral, qui est une entreprise qu'on adore, formidable, mais elle doit valoir 15 milliards d'euros, quelque chose comme ça. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, doit valoir 700 milliards d'euros ou de dollars, si vous voulez. Donc on n'est pas simplement dans le même univers. Après, on a d'autres atouts, parce qu'on parle par exemple de l'utilisation du nucléaire pour pouvoir générer l'énergie pour ces data centers. Là, on n'est pas mauvais quand même. En n'étant pas à la hauteur, on trahit en réalité ce qu'on est et notre histoire. Parce que la France a toujours été un pays à la pointe de l'innovation. Songez que la France a inventé le cinéma, que la France a été leader de l'automobile en 1905, que la France a été leader de l'aéronautique en 1920. Donc en réalité, qu'elle a été leader du nucléaire. Donc l'histoire de la France, vraiment, son histoire, c'est d'être à la pointe et d'être leader en matière d'innovation. Sur le papier, nous sommes formidablement bien placés, puisque la France est une double usine. C'est une usine à entrepreneurs et c'est une usine à ingénieurs. Vous avez peu de pays dans le monde qui sortent tous les ans autant d'ingénieurs de grande qualité. Pour des raisons qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais que vous traitez très largement sur vos plateaux. On ne permet pas à ce potentiel de s'exprimer pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a trop de normes, parce qu'il y a du désordre dans nos finances publiques, parce que la fiscalité n'est pas adaptée. Je passe sur ces sujets. Mais vous avez raison, le potentiel est là. Notre culture, c'est celle-là. Et donc que la France ne soit pas leader aujourd'hui, c'est une anomalie. Bon. Céline Antonin, est-ce que la France peut rattraper son retard, notamment en matière d'IA? Oui, alors... la France et l'Europe, d'ailleurs. Si on reprend ce que disaient les recommandations du comité IA, donc de Philippe Aghion et Anne Bouvreau, on nous disait 5 milliards d'euros par an à mettre sur la table, justement, pour arriver à essayer de combler ce retard. Bon, sauf qu'on a les finances publiques qu'on connaît. Et donc, c'est le problème. C'est que c'est vrai que l'innovation, je suis tout à fait d'accord sur l'histoire de la France, sur l'histoire notre histoire en tant que pays très innovant. Pays d'ingénieurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plombé par une situation budgétaire et des finances publiques qui nous handicapent. Et c'est vrai que quand on prend les différents rapports, le rapport Draghi, etc., on voit que c'est quand même là que le bas blesse. Donc je pense qu'il faudrait effectivement libérer de l'argent public pour ce genre de projet d'investissement et sans doute, réduire peut-être les dépenses un peu plus inefficaces. Voilà. Mais là, c'est aussi une réflexion beaucoup plus globale qu'il faut avoir sur tous les sujets. Je rebondis sur l'exemple de Dunkerque, Dominique Bourg, parce que là, on parle d'une industrie décarbonée. Est-ce que c'est un oxymore pour vous, ça? Ou est-ce que c'est possible? Non. Alors, on voit que la Chine, le pays au monde, si vous voulez, qui est le plus fort en termes de décarbonation et qui, pour la première fois dans son histoire et de façon générale, il y a un petit décrochage absolu, c'est-à-dire entre le ratio entre les émissions de carbone et puis la croissance du PIB. On a des émissions qui croissent moins vite que la croissance du PIB. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très important. Et ils ont mis un paquet extraordinaire. Alors, ils ont investi pas simplement de l'argent, il y a un savoir-faire. Ils ont contraint leurs entreprises à travailler ensemble, ce qu'on ne sait pas faire. Ils l'ont fait pour les renouvelables, ils l'ont fait pour l'automobile, pour les batteries. Ça, nous, on ne sait pas faire du tout. On est dans le dogme de la concurrence. Et là, on a bien vu que précisément, ils sont beaucoup plus performants parce qu'ils savent prendre des libertés par rapport à ça. Mais en même temps, si vous regardez sur le reste, si vous regardez sur le vivant, et vous regardez par exemple l'entreprise chinoise de reforestation est un échec assez complet. Et en termes de relations vivants, ils ne sont pas très très bons, alors que pourtant c'est une civilisation qui avait, si vous voulez, un background beaucoup plus intéressant. Ça, je dirais, c'est la première chose à voir. Pour prendre la conversation d'avant, non, le problème aussi, c'est que les États-Unis, à eux tous seuls, c'est 75% des capacités de calcul au monde. C'est un système où ils arrivent à capter des données dans le monde entier, ce dont on n'est pas capable. Et justement, l'intérêt de Mistral, c'est d'avoir essayé de chercher l'excellence dans des domaines où, au contraire, on va avoir une grande performance avec un domaine de données beaucoup plus resserré. Donc là, on a un jeu à faire. On a aussi la régulation. Je veux dire, parce que les plateformes américaines, elles nous bouffent. Elles nous colonisent. Donc la seule façon qu'on a, c'est pas simplement un coup de milliard, c'est aussi avec la régulation pour ne pas être à ce point-là colonisé et pour ne pas voir notre modèle culturel, notre modèle politique
écrasé et détruit. Et c'est la volonté expresse de Trump et des plateformes nord-américaines. Dernier thème, il nous reste, ça finit trop vite, 2 minutes, mais je voudrais quand même qu'on parle des investissements nécessaires. Écoutez ce chef économiste du Fonds monétaire international, des sommes d'argent gigantesques que le développement de l'intelligence artificielle générative nécessite. Les États-Unis sont au cœur d'une vague d'investissements liés à l'IA. À l'heure actuelle, cela stimule la demande, les investissements augmentent. L'augmentation des valorisations sur le marché boursier, qui reflète l'optimisme quant aux effets que l'IA pourrait avoir sur la productivité et les bénéfices, soutient également la consommation. Les gens sont assis sur des gains en capital, leur portefeuille se porte bien, la consommation se refroidit, mais pas autant que nous l'avions prévu. Nicolas Bouzou, à quel point cette IA générative dont on parle, elle porte les investissements aujourd'hui, ou elle a besoin d'investissements d'ailleurs, ça se rejoint. Alors aux États-Unis aujourd'hui, il y a 2 économies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'économie de l'IA qui est très dynamique, il y a l'économie traditionnelle qui va moins bien. En Europe, grosso modo, c'est le gros de l'économie, c'est l'économie traditionnelle. Mais en réalité, je suis assez optimiste pour l'Europe parce que je trouve que le déclic, il s'est déjà fait, notamment depuis les rapports Draghi-l'État, et en France aussi. Et là encore, si vous prenez l'histoire de la France en matière d'investissement technologique, prenez l'exemple du chemin de fer par exemple, la France est un pays qui part toujours tard et qui arrive finalement en premier. Donc, parce qu'on est anxieux, en fait. Mais à partir du moment où ça va se débloquer dans les esprits, on va investir et je fais le pari qu'on va rattraper notre retard. Dernier mot. Oui, je dirais juste qu'il y a peut-être quelques écueils, et notamment un, c'est le fait qu'on est très bon dans l'innovation. Alors en amont, on a des très bons centres de recherche, on a beaucoup de mal à la commercialiser, cette innovation, et on a aussi beaucoup de mal à faire grandir nos entreprises, et là ça rejoint toute la problématique du financement de l'innovation qui est beaucoup plus compliqué en Europe qu'aux États-Unis, et là on retrouve le financement traditionnel de l'innovation qui n'est pas forcément toujours à la hauteur. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Vos livres, Céline Antonin, Le pouvoir de la destruction créatrice, c'est aux éditions Odile Jacob, Dominique Bourg, Leçon des limites planétaires aux éditions Actes Sud, et Nicolas Bouzou, La civilisation de la peur aux éditions XO. À très bientôt sur notre antenne. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos débats sur la plateforme publicsena.fr, nous réécouter en podcast, et je vous souhaite une très belle soirée sur Public Sénat et sur les chaînes parlementaires.